Alain, tu viens d'écrire un livre dont le titre est « La CGT face à la guerre d'Indochine et du Vietnam ». Pourquoi avoir écrit ce livre sur ce sujet? Alors tout d'abord parce que l'Institut d'histoire sociale CGT du Var a été invité au mois de novembre l'an dernier par Danielle Demar, qui est en même temps présidente d'une association d'aide aux enfants du Vietnam, à faire une conférence sur la CGT face à la guerre d'Indochine et du Vietnam. Et il y avait également l'historien Alain Ruchot qui a fait une conférence sur Ho Chi Minh. Et ça a été une conférence passionnante. Et à l'issue de cette conférence, un certain nombre de camarades nous ont dit ça serait bien d'aller un petit peu plus loin que cette conférence, de continuer à travailler le sujet pour en faire un livre. Et donc, comme on développe la collection des livres de l'IHS-CGT, voilà. Alors j'ai travaillé en amont avec l'Institut d'histoire sociale de la CGT à Montreuil, que je remercie, et qui m'a transmis beaucoup d'archives qui m'ont permis de tisser le lien de l'ensemble de l'activité de la CGT de 1945 à 1973. Et puis, le confinement aidant, j'ai eu 2 mois un peu plus tranquilles pour écrire pendant le confinement. Donc, je m'y suis mis. Plus sérieusement, l'idée du livre, c'est aussi de couvrir une période qui est généralement oubliée ou quasiment pas connue des jeunes militants. C'est la volonté pour nous d'essayer d'apporter des connaissances pour en tirer toujours des enseignements utiles, et c'est ce que je fais à la fin du livre, mais également de mettre, à l'occasion de ce livre, en valeur la place, le rôle de la CGT pendant ces 2 guerres sur la question de la paix, qui a été au centre de notre activité. Pourquoi mets-tu en valeur le parcours d'Ho Chi Minh et les liens avec la France? En 1911, c'est le début de la révolution chinoise, qui est menée à cette époque par Sun Yat-sen. Et dans l'ensemble de la jeunesse annamite, c'est un retentissement profond. Et cette même année, le futur Ho Chi Minh décide de quitter Saïgon et il part en France. Il va séjourner en France de 1911 à 1917. Ça va être son premier séjour. Séjour au cours duquel il va apprendre le français. C'est très important car Ho Chi Minh ensuite parle français. Puis il va partir en Afrique, aux USA, en Angleterre. Et c'est en Angleterre qu'il va commencer à militer sur la question coloniale. Il revient en France, on est en 1919, et il va avoir des contacts avec la SFIO de l'époque, plus particulièrement avec Marcel Cachin, avec Paul Vaillant-Couturier et également avec Léon Blum. Il va également avoir des contacts avec la CGT, avec 2 dirigeants historiques de cette époque qui sont Pierre Menat et Gaston Montmousson. Donc le futur Ho Chi Minh, il est dans le mouvement ouvrier français, dans le mouvement syndical avec la CGT, et il est toujours un anticolonialiste. Et à cette époque, il n'est que ça, un anticolonialiste. Et puis, la révolution d'octobre en 1917 n'apporte pas chez lui de grands bouleversements. Par contre, c'est à l'amorce du congrès de Tours, en 1920, qui va donner naissance au Parti communiste, que là, il se pose l'ensemble des questions. Et c'est en lisant un certain nombre de livres de Lénine qu'il décide de rallier le Parti communiste à la Troisième Internationale. Donc à partir de là, il est un des premiers intervenants, et il sera le seul intervenant au congrès de Tours sur la question coloniale. Mais il devient de plus en plus un militant politique. Et il va courageusement ensuite s'opposer à Staline sur une question très importante qui est celle des pays arriérés. Staline considérant que c'est aux pays avancés à aider à organiser l'émancipation des pays arriérés. Et le futur Ho Chi Minh, lui, défend l'idée
qu'en particulier en Asie, ce n'est pas un pays arriéré, même s'il est arriéré économiquement, mais il n'est pas arriéré politiquement, et qu'ils sont capables eux-mêmes de construire un rapport de force et de faire la révolution. Donc ce sont des débats très importants qui forgent le futur Ho Chi Minh, qui ensuite va être pourchassé en France, et qui va ensuite aller à Moscou, puisqu'il ne peut plus rester en France, avant de revenir après au Vietnam, de devenir le premier président de la République démocratique du Vietnam. Donc il m'a semblé très intéressant, parce que c'est important pour la suite, de comprendre le parcours d'Ho Chi Minh, ses liens avec la France. Tu expliques dans ton livre les liens entre l'impérialisme français et l'impérialisme américain. Pendant les deux guerres d'Indochine, peux-tu nous en dire plus? Oui, je pense que c'est une question très importante. 1945, c'est la libération en France, mais c'est le début de la guerre d'Indochine. Et l'impérialisme français, l'ensemble de son empire colonial, vont mener une guerre terrible, atroce en Indochine pour défendre leur position et pour pouvoir utiliser les ressources naturelles de ce pays et surexploiter la population. Et le cadre institutionnel du colonialisme s'appelle l'Union française. L'Union française, c'est-à-dire l'organisation de l'Empire français. Et dans ce contexte-là, je suis revenu à l'époque sur les positions de la CGT, les positions du Parti communiste et même d'Ho Chi Minh sur l'Union française, qui, avec le recul, à nos yeux aujourd'hui, sont des positions assez loin de nos fondamentaux de classe, mais qu'il faut comprendre dans le contexte de l'époque. La CGT considère à la libération, par rapport au rapport de force de la libération, qu'il pourrait y avoir une démocratisation successive, systématique, des institutions françaises. Donc, d'une certaine manière, une démocratisation par rapport aux colonies, ce qui n'a pas du tout été le cas. Le Parti communiste épouse à peu près la même position. Et Ho Chi Minh, jeune président de la République du Vietnam, démocratique du Vietnam, au moment où la France dit « le Vietnam est un pays libre, mais pas indépendant », car la France a refusé l'indépendance du Vietnam, ce qui va bien entendu entraîner la guerre, Ho Chi Minh lui-même considère que la jeune République démocratique du Vietnam peut avoir sa place dans l'Union française. Donc ce sont des questions fondamentales pour comprendre les processus de l'époque. Donc j'ai beaucoup insisté là-dessus. Alors après, l'impérialisme français est très vite en grande difficulté, à la fois militaire, politique et financière, pour développer et accentuer la guerre d'Indochine. Qui lui vient en aide? C'est l'impérialisme américain. Et l'impérialisme américain, au fur et à mesure, va financer la guerre en Indochine de l'impérialisme français, et il sera sur les dernières années le plus gros contributeur. Ça aussi, c'est une question essentielle à comprendre dans le processus. Et à la fin de la guerre, au moment des accords de Genève, j'ai écrit un chapitre qui s'appelle « Le ver est dans le fruit », car dans les accords de Genève, il y a déjà la future guerre du Vietnam. Et finalement, l'impérialisme américain, qui a financé la France dans sa sale guerre, va prendre le relais pour la continuer. Et c'est le début de la guerre du Vietnam. Donc, ce sont des questions très importantes à comprendre, les liens qu'il y a entre les différents impérialismes et le rôle central de l'impérialisme américain, à la fois dans la guerre d'Indochine et après dans la guerre du Vietnam. Tu reviens aussi sur l'affaire d'Henri Martin, qui a défrayé la chronique dans le Var. Peux-tu nous rappeler en quelques mots ce qui s'est passé? Alors l'affaire Henri Martin, c'est le contexte de l'année 1950. Et en 1950, il va y avoir une répression féroce contre le mouvement ouvrier, syndical et politique. Il faut rappeler que Benoît Frachon est dans la clandestinité, qu'Alain Leléap, secrétaire général adjoint de la CGT, est en prison, et que beaucoup d'autres militants sont en prison. Henri Martin
est un résistant qui a beaucoup résisté dans le maquis du Cher, et c'est un ouvrier. Et puis, après la libération, il s'engage comme matelot. Il a, comme il l'a expliqué après, des illusions et il pense qu'il va pouvoir aller combattre les Japonais pour la bonne cause. Et arrivé à Saïgon, il découvre cette sale guerre, cette horrible guerre. Il découvre le rôle de la marine française. Il découvre le rôle de l'ensemble de l'armée française là-bas, des colons. Et il s'aperçoit de l'horreur de cette guerre et des colonies. Henri Martin, déjà, il a une conscience de classe. Il est organisé au Parti communiste, à la CGT, et il faut savoir qu'à Saïgon, son père lui envoie La Vie ouvrière. Et qu'il lit de temps en temps en cachette sur le bateau, à Saïgon, La Vie ouvrière. De retour à Toulon, tout ceci a forgé encore plus les convictions d'Henri Martin. Il rentre à Toulon, sur le port, il est toujours militaire, à la marine, et avec des communistes varois, il va organiser une vaste propagande, mais une propagande dans le milieu militaire, pour arrêter les hostilités et pour la paix. Et bien entendu, ce n'est pas du goût des militaires français. Il est arrêté le 14 mars 1950 par la police militaire, et il y aura un premier procès à Toulon le 17 octobre suivant, qui va le condamner à 5 ans d'emprisonnement. 5 ans d'emprisonnement pour propagande de paix dans l'armée. Mesurez ce que ça veut dire. Donc il va y avoir tout de suite une mobilisation nationale fantastique du Parti communiste et de la CGT. Et avec d'autres qui vont suivre. Il va y avoir des grands écrivains qui vont prendre position, comme Jean-Paul Sartre et bien d'autres, pour libérer Henri Martin. D'ailleurs, sur les rues, dans les usines, moi je me rappelle, petit garçon, sur les murs des usines, libérer Henri Martin. Partout il y avait ça. Il faut voir la dimension. Et il y aura des manifestations fantastiques à Toulon pour la libération d'Henri Martin. Mais dans toute la France. Et le 28 mai 1952, il va y avoir dans toute la France des manifestations contre l'arrivée du général Ridgway, général américain qui représente l'impérialisme américain. Et à Toulon, ça va chauffer dur, puisqu'il y aura beaucoup d'altercations, beaucoup de répression. Les militants de la CGT vont se réfugier à l'ancienne Bourse du Travail, et un certain nombre de militants vont devoir s'échapper par les toits pour éviter la police, mais à l'issue de cette manifestation, en France comme à Toulon, il va y avoir beaucoup d'arrestations, et des camarades à Toulon sont emprisonnés, et un certain nombre de camarades sont d'une certaine manière dans la clandestinité, ils ne peuvent pas rentrer chez eux parce que la police les attend devant chez eux. Donc il faut mesurer cette atmosphère et l'ampleur de cette répression. Il va y avoir, le 13 mars 1952, une journée nationale d'action organisée par la CGT pour libérer Henri Martin. Il y a eu des grèves, des initiatives dans les entreprises. Toutes les fédérations, les unions départementales ont organisé des initiatives pour la libération d'Henri Martin pendant toute cette période. Et finalement, devant l'ampleur de la campagne, le président de la République, Vincent Auriol, va le gracier le 2 août 1953. Et on l'appellera le marin de la liberté. Mais je voudrais, pour terminer sur le chapitre Henri Martin, reprendre une phrase que je cite dans mon livre, et je vais la lire parce que je crois qu'on peut pas mieux faire que cette phrase de Raymond Aubrac, lui-même ancien résistant, qui dit à propos d'Henri Martin: « Désobéir, c'est le fait d'un homme libre qui met en gage sa liberté pour obéir à sa conscience. » Je pense que c'est une très belle phrase qui résume bien la vie d'Henri Martin, militant pour la paix et militant courageux qui a mené une bataille qui résonne encore dans les mémoires. Au sujet de ces deux guerres, guerre d'Indochine, guerre du Vietnam, quel a été le comportement de la CGT face à ces deux événements? Alors le comportement de la CGT est très intéressant à analyser.
première phase d'initiative et d'action de la CGT, à partir de 1945, c'est la libération. 1945, c'est le rationnement. 1945, c'est on a du mal à se loger, on cherche du travail, on a faim à la fin du mois, on cherche à se soigner. La classe ouvrière française, elle a d'autres soucis à la libération que la guerre d'Indochine, d'une certaine manière. Eh bien, la CGT, à partir de 1946, va mener un long travail, très important à mes yeux, pour faire prendre conscience à la classe ouvrière française, et plus particulièrement dans un premier temps à ses militants, que la paix, la bataille pour la paix, et la paix en Indochine est un devoir du mouvement ouvrier. Et c'est un devoir pour la CGT. Donc le premier travail important de la CGT, ça a été finalement de faire partager cette idée à des centaines de milliers de salariés que la bataille pour la paix en Indochine, elle était nécessaire. Ensuite, il va y avoir énormément d'actions pendant toute cette période, aussi bien la guerre d'Indochine que la guerre du Vietnam, organisées par la Confédération, par les fédérations, par les syndicats, les unions locales, même par des entreprises. Des manifestations, des tracts, prises de position, meetings, mais également des grèves. En particulier dans la métallurgie, les ports et docks vont jouer un rôle important pour empêcher le matériel de partir. Et des actes de sabotage organisés par la CGT dans les entreprises où on fabriquait du matériel militaire destiné à l'impérialisme. La CGT organisait des sabotages. Donc il faut voir l'ampleur de la bataille qui a été menée. Et puis, pour rappel aussi, la célèbre bataille Un bateau pour le Vietnam, qui résonne encore dans les mémoires des anciens militants, et c'est intéressant de l'expliquer aux jeunes. La CGT a lancé une campagne, un bateau complet de matériel, de vivres, de médicaments, tout ce dont les Vietnamiens dans la misère avaient besoin pendant la guerre. On a réussi à envoyer un bateau pour le Vietnam. Et puis, très important, les liens de la CGT avec les syndicats du Vietnam et avec le peuple vietnamien. Ça fait partie de notre histoire, les liens avec le Vietnam. Donc pendant toutes ces périodes, Georges Segui a été à Saïgon, il est resté plusieurs jours, il a fait des meetings là-bas, de soutien. Les dirigeants des syndicats venaient aussi en France. L'échange a été permanent, la solidarité a été permanente entre la CGT et les syndicats du Vietnam. Et puis, on en a parlé tout à l'heure, les liens avec Ho Chi Minh. Ho Chi Minh parle français, Ho Chi Minh a été à un moment donné dans le mouvement ouvrier français, Ho Chi Minh avait des liens avec la CGT. Quand Georges Segui va à Saïgon, après un meeting, il rencontre Ho Chi Minh. Donc, ces liens-là étaient bien sûr tout à fait importants. L'autre aspect que je veux souligner, c'est que la CGT, par son action, et son action aussi à l'intérieur de la FSM, la Fédération syndicale mondiale de l'époque, a permis une prise en compte internationale de la bataille pour la paix en Indochine et ensuite au Vietnam. Et c'est par l'intervention de la CGT que la FSM a organisé des mobilisations, des initiatives dans le monde entier pour la paix. À l'époque, Louis Saillant était secrétaire général de la FSM, il était en même temps un dirigeant de la CGT, et il y avait des passerelles efficaces qui ont permis de donner cette dimension internationale, et ça franchement c'est la CGT qui l'a permis. Et puis en France, la CGT avec le Parti communiste, avec le mouvement de la paix, et puis d'autres organisations, mais d'abord la CGT, le Parti communiste et le mouvement de la paix ont eu un rôle déterminant dans les mobilisations qui ont eu lieu. Et puis, pour terminer sur cette question, la CGT a constamment eu une position de classe, une position internationaliste, la lutte pour la paix, contre la guerre, en expliquant qu'il n'y avait pas d'intérêt divergent entre les salariés vietnamiens et les salariés français.
que nous luttions tous contre le même adversaire. C'est une leçon qu'il ne faut pas oublier, car elle est en même temps d'une grande actualité. Donc je dirais de 45 à 73, la CGT en permanence a été dans l'action sur ce terrain. En fin de compte, quel enseignement peut-on tirer pour aujourd'hui et pour l'avenir? Alors le premier enseignement, qui est à mon avis essentiel, c'est la victoire du peuple vietnamien contre l'impérialisme français et ensuite contre l'impérialisme américain, impérialisme le plus puissant du monde. Un petit peuple a résisté, il a payé le prix fort, mais il a résisté. Et il a permis de vaincre contre l'impérialisme français et ensuite contre l'impérialisme le plus puissant du monde. Rien ne peut empêcher la volonté d'un peuple de conquérir son indépendance. Ça, c'est une question fondamentale. Ensuite, la CGT s'est battue pour la paix, la solidarité, l'internationalisme, et ça fait partie de notre ADN. Et comme ça fait partie de notre ADN, il ne faut pas l'oublier. C'est une question pour moi également fondamentale. L'autre enseignement qui nous ramène à l'actualité, c'est la période que nous vivons aujourd'hui dans un capitalisme en crise, où se développent les guerres, les migrations, les famines, et où se développent partout dans le monde les attaques contre les libertés démocratiques et les libertés syndicales. Partout dans le monde, sous des formes différentes. La situation n'est pas la même dans une dictature ou dans une démocratie bourgeoise, mais partout c'est attaqué. Donc la CGT a, de ce point de vue, une grande responsabilité pour continuer à mener les batailles en France et à l'échelle internationale pour défendre nos valeurs, pour faire vivre notre ADN. La paix, les intérêts des exploités sont les mêmes partout dans le monde. Unissons-nous. Ensuite, ça ramène aux responsabilités de la CGT aujourd'hui dans la période. La CGT se doit, à mon avis, de mener ses batailles, de ne rien lâcher sur ces questions. Y compris, il y a quelques années, on descendait dans la rue pour défendre telle et telle cause. Je crois que plus que jamais aussi aujourd'hui, il faut descendre dans la rue pour défendre les causes qui sont les nôtres, à l'échelle internationale. Marx nous a enseigné que l'histoire de toute société, c'est l'histoire de la lutte des classes. Et puis il nous a dit aussi, Marx, que celui qui ne connaît pas l'histoire est appelé à la revivre. Donc voilà, plus que jamais, et c'est le travail de notre institut, à travers l'histoire et l'histoire du mouvement ouvrier, tirons toutes ces leçons et utilisons ces leçons pour, à partir de là, faire partager nos valeurs, redonner aujourd'hui partout de la conscience de classe, ça fait partie aussi de nos engagements, et de permettre les mobilisations à venir sur ces questions-là, qui sont, à mon avis, absolument décisives. Alors pour conclure, je dirais qu'il faut faire vivre nos valeurs pour que vive l'internationalisme,